Ça fait des mois que je cherche les mots pour raconter cette histoire et à croire que c'est toujours pas évident, mais on va y aller. On va parler de mon parcours de fertilité parce que je sais que il y a beaucoup de femmes qui ont de la difficulté à concevoir naturellement et j'en fais partie. Et je sais que parmi vous, il y a des personnes qui me suivent depuis des années, voire depuis le début, et qui ont été quelque part là à chaque étape. Et il s'avère que la dernière fois que j'en ai parlé, c'était en avril 2023. 2023, ça commence à dater. Et je me suis arrêtée sur quelque chose qui était une bonne nouvelle, puisque ce jour-là, je me rendais dans un centre de fertilité et j'avais le feu vert pour pouvoir procéder à une fécondation in vitro. In the moment. But what we just find out? What we just find out? No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand Just to be in the possibilities. by me. Et rien que ça, déjà, c'est énorme. Juste de savoir que mon corps, mon utérus était en capacité de recevoir un embryon et de développer un enfant, un être humain, c'était juste énorme. Et de là, s'en est suivi une longue attente, beaucoup de hauts et de bas, j'imagine, qui fait que j'étais pas sûre de quand serait le bon moment pour partager cette histoire. J'étais pas sûre de vouloir nécessairement m'exposer non plus en temps réel à ce qui se passait. Donc, j'ai laissé le temps s'écouler. Mais je sais que ça vaut la peine de partager cette histoire pour toutes les personnes qui ont besoin d'avoir des témoignages de ce que ça fait de passer par là. Alors, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et on va démarrer sur, depuis avril, quels ont été les événements, en fait, où j'en suis aujourd'hui. Et je dois dire que ce qui a été difficile dans mon parcours, et c'est vraiment, je pense, une de mes particularités, c'est que j'habite aux États-Unis. Et on sait combien les choses, d'un point de vue médical, déjà, sont hyper chères aux États-Unis. Mais surtout, avec mon mari, on a fait le choix de réaliser cette fécondation in vitro en Europe. Et rien que ça a été la difficulté numéro 1, parce que du coup, on est comme tombé dans les cracks, je sais même pas si c'est le bon terme, dans les failles du système, en fait. Parce qu'on avait besoin de faire le suivi médical aux États-Unis, mais on avait aussi besoin de communiquer avec l'Europe, et la passerelle entre les deux était vraiment pas évidente. Parce que le système médical aux États-Unis, c'est un business. Et le fait d'avoir démarré avec un centre de fertilité, ce qui est un processus tout à fait normal, mais de leur dire, écoutez, par contre, on va aller avec vous jusque-là, puis ensuite, on va travailler avec quelqu'un d'autre. Voilà. Disons que après, ils étaient quand même un peu moins enclins à nous aider à faire tous les examens nécessaires pour préparer cette fécondation in vitro. Parce que c'était pas tout d'avoir le feu vert. Ensuite, il fallait effectivement passer par toute une prise d'hormones pour préparer, d'être dans les bonnes dispositions, l'implantation. J'ai eu également à passer au travers d'une chirurgie, donc une hystéroscopie. Il a fallu enlever les tissus cicatriciels de mon utérus, le temps d'avoir une date pour faire cette opération. Des mois et des mois sont écoulés. On a eu le feu vert en avril. J'ai eu l'opération en août-septembre, je crois. Opération qui m'a coûté une blinde, soit dit en passant. Pour donner une petite ordre d'idée, même avec une assurance santé que tu payes une blinde chaque mois, je me suis quand même retrouvée avec
une facture à 1600 $. Voilà, je pose ça là. Et, et puis ouais, continuer la prise d'hormones, continuer à faire toutes les prises de sang, les machins, etc., qui étaient vraiment nécessaires pour que le jour où je débarque en Europe, bah, je sois prête pour cette insémination. Et là-dessus, je tiens à remercier, à vous remercier, à vrai dire, ma communauté. Parce que ce qui s'est passé, c'est que, bah, j'ai toujours su que de toute façon, faire une FIV, ça me coûterait de l'argent. En France, c'est gratuit. C'est pris en charge. La seule chose que tu payes, c'est ton temps, puisque tu es sur une liste d'attente, etc. Voilà, dans mon cas de figure, en tout cas. Mais le fait est que j'ai quitté la France depuis si longtemps, j'ai toujours été préparée au fait que j'allais devoir sortir de l'argent. Et d'ailleurs, j'avais démarré, pour celles qui me suivent depuis longtemps, cette procédure à Montréal quand j'habitais au Canada avec mon ex. Donc j'ai toujours su que ce serait payant. Mais d'ailleurs, ça étant passé entre payant au Canada et payant aux États-Unis, on n'est pas sur le même level de payant, on est sur du simple au double, ok? Et je me rappelle de ce jour où j'ai partagé en story, bah, le devis qui est proposé aux États-Unis. Et on était sur du 40 000 $, quelque chose comme ça. Et Dieu merci, il y a une personne dans ma communauté, je mettrai son nom ici, je crois que c'est PMA Positive Attitude, quelque chose comme ça. Je mettrai son nom sur Instagram pour que vous puissiez aller la suivre. Qui m'a dit, mais tu sais, voilà, moi, mes clients travaillent avec telle clinique et ça se passe super bien et je pense que t'en aurais pour beaucoup moins cher. Et c'était je te dis merci, un ange venu du ciel, parce qu'à ce moment, on s'est dit, ah ouais, c'est du simple au quadruple. Hein, vraiment, les coûts en Espagne, parce que du coup, on a choisi l'Espagne, on a choisi Madrid, on a choisi la clinique qui s'appelle Vida Fertility, avec qui on a une super expérience, donc je ne saurais que trop vous le recommander. C'est avec ça qu'on est parti. Mais du coup, comme je viens de te l'expliquer, ça a été pas évident d'arriver à faire tout ce qu'il y avait à faire, mais on l'a fait, ok? On l'a fait. Et après ça, après avoir enfin complété toute la liste des choses requises à effectuer, donc l'opération, la prise d'hormones, les prises de sang, les tests ADN, et j'en passe et des meilleurs, bah on était prêts pour s'envoler pour l'Espagne, pour cette fécondation in vitro. Et ceci était au mois de mars 2024. Et comme tu peux l'imaginer, on pourrait se dire que ce genre de voyage, c'est pas un voyage anodin. How do you feel? Are we geek? Turned up. We waiting for you, little one. Yeah. I have to say, I am excited too. We have been waiting for a long time. We have been working on this for a long time. Amen. Amen. Ça peut être même source de stress, d'appréhension, de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, etc. Et je pense que le fait d'être coach m'a énormément servi pour cette aventure. Donc si tu te retrouves dans cette situation où t'as peur de dépenser beaucoup d'argent et que il se passe rien, t'appréhendes ce voyage parce que derrière il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup d'espoir. Voici ce qui m'a aidé en fait pour pas commencer à stresser sans raison. Voilà, pas stresser sans raison à l'idée du voyage. Et je me suis dit, bah en fait on a une chance. On a cette chance de se dire on part en Espagne pour faire notre fécondation in vitro. C'est pas tout le monde qui fait ça. On est d'accord? C'est pas tout le monde qui fait ça. Et si on le voyait comme une expérience à part entière. C'est vraiment avec ce mindset qu'on est parti. On s'est dit, on part tous les deux. On part dans une ville dans laquelle ni l'un ni l'autre n'est jamais allé. On y reste pour une semaine. Ça peut être l'occasion de visiter, ça peut être l'occasion de profiter. Voyons-le comme si on partait en voyage, en fait. On va se créer cette bulle, ok? Et je dois reconnaître que depuis le départ, j'avais vraiment cette conviction profonde que ça allait marcher, en fait. Bien évidemment, j'avais aucune garantie, mais c'est quasiment à ce stade presque, je vais pas dire de chiffre bidon, mais au moins 8 ans. Au moins 8 ans d'attente, si ce n'est 10. Avant d'arriver à ce jour-là où enfin c'est le moment de créer ce bébé en fait. Et je me suis dit,
je suis passée par tellement de choses. Et sur le chemin, une des choses, je ne sais pas si je l'ai partagé sur les réseaux sociaux, qui a été quand même un coup dur, c'est que je pense que vous connaissez toute mon histoire de j'ai habité à Montréal avec mon ex, etc. Et puis il m'a quitté, ça a bouleversé ma vie. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'en fais de cette vie justement où je veux vivre et compagnie. Ce que je crois pas avoir partagé, c'était le fait que on était en cours de préparation pour la FIV justement. Et donc, prise d'hormones pour voir comment l'utérus réagit, si l'environnement est favorable, etc. Et il me quitte et 2 jours après, j'ai rendez-vous à l'hôpital pour avoir cette réponse de est-ce que l'environnement est favorable? Et la réponse était non. Que les hormones que j'avais pris, ça avait pas bien réagi et qu'il allait falloir réessayer. Et déjà que c'était dur de processer la séparation, bah, tout d'un coup, il fallait aussi processer ce deuil potentiel de, bah, si ça se trouve, j'aurais vraiment jamais d'enfant, quoi. Bon, de toute façon, vu que j'étais célibataire à nouveau, la question se posait pas dans l'immédiat, mais c'était dur. Et donc, parce que je suis passée au travers de ça, je me suis dit, cette fois-ci, c'est forcément la bonne. Je vois pas d'autres possibilités. Et on prend l'avion et on est heureux tous les deux, on est bien. Et j'atterris à Madrid, enfin, on atterrit à Madrid. Et je prends mon téléphone, maintenant c'est un long vol, je regarde les notifications, et là j'apprends que ma grand-mère paternelle est décédée. Euh, dans la nuit, ou enfin je sais pas, avec le décalage horaire pour être honnête, mais en tout cas, la nouvelle est tombée pendant que j'étais en vol. Évidemment que ça m'a touchée, que ça m'a attristée, même si j'étais pas nécessairement proche de ma grand-mère, puisque elle vivait au Congo, donc c'est pas comme si je la voyais tous les jours, mais en fait, je l'ai vu comme un signe. Je l'ai vraiment vu comme un signe que, quelque part, en fait, bah, laisser sa place pour cette nouvelle vie qui est arrivée, en fait. Et je me suis dit, bah, si jamais j'ai une fille, je donnerai le nom de ma grand-mère, en tout cas. Ce sera un de ses prénoms. Bref, je m'attendais pas à être aussi émotionnelle. Donc, on arrive en Espagne, et parce qu'on est dans cette dynamique de créer cette expérience, donc on s'est réservé ce petit Airbnb qui était adorable comme tout. Et c'était juste parfait, parce que je dois vous dire que le décalage horaire de 6 heures nous a tués. Honnêtement, je sais pas si vous connaissez cette règle, il faut quand même 1 heure par jour pour rattraper un peu le décalage horaire. Bah, c'est vraiment ça, en fait, ce qui veut dire qu'on n'a jamais rattrapé le décalage horaire. Mais du coup, on a vraiment vécu cette expérience complètement hors du temps. Parce que, bah, la journée, on dormait beaucoup, à moins d'avoir évidemment, parce qu'on en a eu 3, 4 rendez-vous à la clinique de fertilité. Et la nuit, on regardait la télé, quoi. On était réveillés. Donc, c'était vraiment une expérience super bizarre. Mais ce que je veux partager avec toi ici, tout particulièrement, bah, c'est la FIV en elle-même. Parce qu'évidemment, j'avais jamais fait ça de ma vie, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Et je dois te dire aussi que si tu fais partie de celles qui ont pas fait des milliers de recherches sur le sujet et qui se sentent coupables parce qu'elles s'apprêtent passer au travers de ça, bah c'est ok parce que moi non plus. En fait, je pense que l'ignorance m'a beaucoup servi dans cette expérience parce que mon état d'esprit, c'était vraiment finalement de me protéger au maximum d'influences extérieures, de commentaires extérieurs et de mauvaises expériences. Parce que sinon, c'est comme ça que tu commences à développer cette angoisse, etc., de qu'est-ce qui va se passer, et tout ça. Non, je suis vraiment allée, je me dis, écoute, de toute façon, on y va, le docteur va nous dire quoi faire et compagnie, et voilà. Donc, on est arrivé. Le lendemain, donc, on avait rendez-vous à l'hôpital pour la récolte du sperme, pas vrai? Par toi, non? How do you feel? Sleepy. We're excited. Let's go. Et ensuite, ils ont fait
les petits mélanges qui vont bien. Et puis, il a fallu attendre 2, 3 jours pour voir comment les embryons se développaient, savoir combien on en récoltait. Alors évidemment, j'avais aucune idée de c'était quoi un bon chiffre et tout, mais je me disais bon, de toute façon, il en suffit d'un. Hein. Il en suffit d'un pour faire un bébé. C'est tout ce qui m'intéresse. Bon, au final, on en a eu plusieurs d'embryons qui étaient viables, donc c'est parfait. Hein, si on veut agrandir la famille, on a cette possibilité. Mais le fait est qu'on est passé par cette période un peu bizarre. Et puis, bah, il y a eu le jour de l'implantation. Et je sais pas, je pense que parce que ça fait tellement longtemps que j'attendais, euh, j'imaginais quelque chose de... En fait, je sais pas ce que j'imaginais, mais j'imaginais pas ça. Parce qu'en réalité, comment ça se passe? Bah, ça se passe en même pas 5 minutes, quoi, en fait. Euh, Ils t'appellent dans la salle, c'est pas une salle d'opération, mais bon, voilà. Tu t'allonges, ils t'inséminent l'affaire, et puis c'est fini. Et donc, autant te dire que ça prend 1 minute, quoi. Même pas. Et donc, on a eu la photo de notre premier embryon slash bébé qui ressemblait à ça. Voilà. Donc bon, et puis bah après ça du coup voilà, on est parti prendre notre petit déj et puis repartir vaquer à nos activités. Et les jours qu'on suivi, on a quand même pris une bonne journée pour visiter un petit peu Madrid, etc. Mais le reste, à vrai dire, on était tellement crevés. Le but, c'était pas tant de faire du tourisme, c'était vraiment juste de venir pour cette fille, même si on avait cette mentalité de pas créer une expérience. Et honnêtement, c'était génial. Et après ça, bah, c'est suivi les 2 semaines d'attente pour avoir le verdict, pour savoir si est-ce que oui ou non ça a marché. Et peut-être que certaines personnes te diront que oh, c'était les 2 semaines les plus longues de ma vie, mais moi je vais te dire ma vérité. Honnêtement, pendant 10 jours, pendant 10 jours c'était ok. C'était pendant 10 jours, ok. Je me rappelle plus si c'était à 11 jours ou 12 jours ou 13, quelque chose comme ça, où t'es censé faire la prise de sang, parce que on te déconseille de faire un test urinaire avant ça, parce que si tu le fais trop tôt, de toute façon, ça peut être négatif, alors que le résultat est positif, alors que t'es vraiment enceinte. Et je voulais pas avoir de fausses surprises. Vraiment. Je voulais pas me créer un espèce d'ascenseur émotionnel où je pense que je suis enceinte et je le suis pas. Donc en fait, on est revenu en Floride et j'ai repris le cours de ma vie en fait. Je me suis remise à travailler, etc. Et je pense que le fait de rester occupée m'a beaucoup aidé à gérer ça. Alors, ça, je vais être honnête avec toi, ça n'empêche pas le fait que pour le coup, j'ai commencé à m'intéresser au processus dans le sens où j'ai rejoint des groupes Facebook hein, sur le sujet pour être entourée un peu de personnes dans ce même type d'expérience. Je suis devenue la pro des recherches Google parce que je savais qu'il y avait une prise de sang, je voulais savoir exactement c'était quoi les taux, qu'allait dire que effectivement j'étais enceinte et que c'était viable ou que ah peut-être on sait pas trop combien de temps ça va durer, ça peut tourner en fausse couche. Enfin voilà, j'avoue je suis devenue un petit peu accro à ça. Mais en fait, c'était pendant ces 10 premiers jours, j'avais pas ce stress de ah ça va être quoi la réponse, qu'est-ce qui va se passer. J'étais bien, franchement j'étais bien. Et c'est seulement la veille de la prise de sang, donc je me rappelle la prise de sang, j'étais censée le faire un lundi et le dimanche soir. Le dimanche soir j'ai craqué. Et j'ai fait ce test de grossesse parce que je me suis dit bon à ce stade vu que je suis censée faire la prise de sang demain, la réponse je devrais l'avoir. Ça devrait être fiable. Et puis bah c'est là qu'on a appris la nouvelle.